Au barbecue familial, ma sœur m'a traité de grande perdante et tous ont ri. J'ai souri, ça fait quoi de savoir que cette perdante va t'expulser de son propre appartement? Je m'appelle Émilie et j'ai 34 ans. Il y a 6 mois, ma vie s'est complètement effondrée quand j'ai découvert que mon mari, Marc, me trompait. Pas juste 1 ou 2 fois, mais plusieurs fois tout au long de nos 6 ans de mariage. Le coup de grâce est arrivé quand j'ai découvert que sa dernière maîtresse était enceinte de son enfant. La procédure de divorce a été un cauchemar. Marc a eu l'audace d'exiger la plupart de nos biens au tribunal, prétendant qu'il en avait besoin pour subvenir aux besoins de son nouvel enfant. Pouvez-vous y croire? L'homme qui a détruit notre mariage en me trompant voulait aussi tout me prendre. Dieu merci, le juge a vu clair dans son jeu. Finalement, j'ai obtenu notre appartement dans un bon quartier résidentiel et 250 000 € de la prestation compensatoire. Une fois que tout a été finalisé, j'ai complètement coupé Marc de ma vie. J'ai essayé de repartir à zéro, mais c'était plus difficile que je ne le pensais. Finalement, j'ai commencé à voir le docteur Dubois, un psychologue qui m'a aidé à surmonter la colère et la trahison. Pendant ces mois difficiles, je parlais à peine à ma famille. Mes parents, Robert et Martine, étaient toujours occupés avec leurs propres affaires. Ma sœur cadette, Chloé, qui a 27 ans, était complètement absorbée par sa relation avec son petit ami, Romain. Je ne leur en veux pas de ne pas avoir été là pour moi. Chacun a sa propre vie à vivre, mais je me sentais incroyablement seul. Chloé et moi étions proches quand nous étions enfants, mais en grandissant, nous nous sommes éloignés. Elle travaille dans une galerie en centre-ville tandis que je suis développeuse informatique. Romain travaille dans le marketing et semble être un type bien. Mes parents sont mariés depuis 35 ans et sont toujours heureux ensemble. Je travaille à distance, ce qui signifiait que je pouvais me cacher et éviter le monde. L'appartement que j'ai obtenu du divorce était assez bien, un 3 pièces, une cuisine rénovée, un bon emplacement, mais il semblait vide sans la vie que Marc et moi y avions construite. Un soir, environ 4 mois après la finalisation du divorce, maman m'a appelé. « Émilie, ma chérie, nous dînons ce samedi. Chloé et Romain seront là aussi. Nous aimerions beaucoup te voir. » J'ai hésité. Je n'étais pas allé à un dîner de famille depuis des mois. Je ne sais pas, maman. Je suis assez occupé par le travail en ce moment. S'il te plaît, Émilie, tu nous manques. C'est juste un dîner. Quelque chose dans son ton m'a fait accepter. Le samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, nerveuse. Quand je suis entré, Chloé et Romain étaient déjà là, assis sur le canapé, se tenant la main. Ils ont levé les yeux et m'ont souri. Nous nous sommes assis pour dîner et, pendant un moment, tout semblait normal. Papa découpait le rôti pendant que maman s'affairait avec les accompagnements. Chloé parlait de son travail à la galerie et Romain d'une campagne marketing sur laquelle il travaillait. J'écoutais principalement et j'essayais de faire comme si je n'avais pas complètement perdu l'habitude des conversations familiales. Puis, à mi-chemin du dîner, maman a posé sa fourchette et m'a regardé. « Émilie, que comptes-tu faire de ton appartement ?» J'ai avalé ma bouchée de pommes de terre. « Eh bien, je pensais à acheter une maison. J'ai assez d'argent de la prestation compensatoire pour un bon apport, donc je pourrais obtenir un prêt immobilier. Ensuite, je louerai l'appartement pour un revenu supplémentaire afin d'aider à payer les mensualités du prêt. » Mes parents ont échangé un regard avec Chloé. Quelque chose est passé entre eux que je n'ai pas compris. Papa s'est éclairci la gorge. « En fait, Émilie, nous avons une meilleure idée, une idée plus juste. » J'ai haussé un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Eh bien, a continué papa, le bail de Chloé se termine le mois prochain, et elle veut emménager avec Romain. Ce serait parfait s'ils pouvaient vivre dans ton appartement gratuitement, a ajouté maman rapidement. Ça les aiderait à économiser de l'argent, et tu n'aurais pas à t'occuper de trouver des locataires ou de gérer un bien locatif. J'ai senti mon estomac se nouer. Mais je comptais sur ce revenu locatif pour mes mensualités de prêt. Chloé s'est penchée en avant, les yeux grands et suppliants. « Émilie, s'il te plaît. Nous en avons vraiment besoin. Romain et moi avons parlé de notre avenir et le coût de la vie est si élevé en ce moment. » Elle avait l'air si pleine d'espoir, si désespérée. Maman a tendu la main et a pris la mienne, la serrant doucement. « Ce serait juste temporaire, a dit maman, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. » J'ai regardé leur visage plein d'attente autour de la table. J'avais déjà fait des plans, déjà calculé comment le revenu locatif aiderait avec mon nouveau prêt.
Mais Chloé avait l'air sur le point de pleurer si je disais non. Et maman tenait toujours ma main. Je suppose qu'il pourrait payer les charges, dis-je lentement. Bien sûr. Chloé a pratiquement bondi sur sa chaise. Nous nous occuperons de toutes les charges. Merci beaucoup, Émilie. Tu es la meilleure sœur du monde. J'ai forcé un sourire, même si quelque chose au fond de moi me disait que c'était une erreur. 2 semaines plus tard, j'ai finalisé l'achat d'un beau pavillon dans un quartier calme. Il y avait 3 chambres, une grande cuisine et un jardin. J'ai installé mon bureau à domicile dans l'une des chambres d'amis et j'ai enfin eu l'impression de prendre un nouveau départ. Travailler de chez moi, dans ma propre maison, était différent d'être piégé dans cet appartement rempli de souvenirs. Une semaine après mon déménagement, Chloé et Romain ont emménagé dans mon ancien appartement. Ils ont apporté des fleurs et m'ont remercié à nouveau de les laisser y rester gratuitement. Chloé m'a serré fort dans ses bras et a promis qu'il prendrait bien soin de l'endroit. Nous paierons toutes les charges, a-t-elle dit. Électricité, gaz, internet, tout. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. J'ai hoché la tête et leur ai remis les doubles des clés. C'était étrange de leur donner mon ancien chez moi, mais ils semblaient si reconnaissants. Peut-être que ça allait marcher après tout. La vie dans ma nouvelle maison était agréable. J'avais ma routine bien établie. Réveil à 7 heures, café dans la cuisine en consultant mes emails, puis à l'étage dans mon bureau pour commencer à coder. La maison était calme et paisible, rien à voir avec le chaos de mon mariage ou le vide de cet appartement plein de souvenirs. Je restais en contact avec Chloé par SMS. Elle m'envoyait des photos des petites améliorations qu'ils apportaient à l'appartement, de nouveaux rideaux dans le salon, des plantes sur le rebord de la fenêtre, l'installation de jeux de Romain dans un coin. Ils semblaient heureux et j'étais contente que l'appartement soit habité et entretenu. Toutes les quelques semaines, j'allais chez mes parents pour le dîner du dimanche. C'est devenu notre nouvelle tradition, et ça faisait du bien de faire à nouveau partie de la famille. Chloé et Romain étaient toujours là aussi, et nous nous asseyions autour de la même table de salle à manger où j'avais grandi. Mais quelque chose a commencé à me déranger pendant ces dîners. Chloé prenait cet air rêveur et commençait à parler de lieux de mariage, de cérémonies coûteuses qu'elle avait vues sur les réseaux sociaux, et de combien tout coûtait de nos jours. Je hochais la tête poliment, mais je voyais où cela menait. Chloé mentionnait les fêtes de fiançailles, les destinations de lune de miel, en insistant toujours sur les coûts et sur le fait que les jeunes couples avaient besoin de l'aide de leur famille. « Tu as tellement de chance d'avoir cet argent de la prestation compensatoire », a dit maman lors d'un dîner. « Tout le monde n'a pas la chance de prendre un nouveau départ comme ça. »« J'ai travaillé pour cet argent, maman. 6 ans de mariage, tu te souviens ? » ?»« Bien sûr, ma chérie. Je voulais juste dire que tu es en bonne position pour aider les autres maintenant. » J'ai souri crispé. J'aide déjà. Chloé et Romain vivent gratuitement dans mon appartement. Les allusions continuaient, mais je faisais semblant de ne pas comprendre où elles voulaient en venir. Je changeais de sujet pour parler de travail ou des rénovations de la maison, n'importe quoi pour éviter la direction évidente de ces conversations. Quelques semaines plus tard, Chloé m'a appelé un mardi soir. J'étais assise dans mon jardin en train de lire un livre. Émilie. Sa voix était si excitée que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Devine ce qui s'est passé ? Romain m'a demandé en mariage. Nous sommes fiancés. Félicitations, Chloé. C'est une merveilleuse nouvelle. Je suis si heureuse que je pourrais pleurer. En fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai ri malgré moi. Je suis vraiment heureuse pour toi. Oh, Émilie, j'ai hâte de commencer à tout planifier, la voix de Chloé bouillonnait d'excitation. Écoute, je voulais te demander si tu pouvais venir ce samedi. Je veux avoir une conversation sérieuse avec toi. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement de quoi parlerait cette conversation sérieuse. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon jardin pendant un long moment, redoutant ce qui allait arriver. J'avais le sentiment que cette conversation allait tout changer entre nous. Le samedi est arrivé trop vite. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 14 heures précises, prenant une profonde inspiration avant de me diriger vers la porte d'entrée. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, animées et excitées. Quand je suis entré, Chloé, Romain et mes parents étaient tous réunis dans le salon, entourés de magazines de mariage, de pages imprimées et de ce qui ressemblait à des brochures de fournisseurs éparpillées sur la table basse. Émilie. Chloé s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Tu tombes à pic.
On était justement en train de tout passer en revue. Je me suis assise sur le canapé et j'ai écouté pendant qu'ils poursuivaient leur discussion. Chloé était pratiquement rayonnante en parlant de son mariage de rêve. « Je veux une fontaine de champagne. » « Absolument, » dit-elle en feuilletant un magazine, et une pièce montée à 3 étages avec de vraies fleurs. « Oh, et j'ai vu ce truc incroyable en ligne où ils lâchent des colombes blanches pendant la cérémonie. N'est-ce pas romantique ?» J'ai roulé des yeux intérieurement, mais j'ai gardé une expression neutre. « Et nous avons absolument besoin d'un bon DJ, » ajouta Romain. Mon cousin en avait un qui était incroyable. Il a fait danser tout le monde toute la nuit. Point plus le photographe, le vidéaste, le fleuriste, continua Chloé. Je veux que tout soit parfait. Maman et papa hochaient la tête avec enthousiasme, suggérant de temps en temps des idées ou posant des questions. Je suis restée assise là, à regarder cette séance de planification se dérouler, sachant que cela menait à un endroit où je ne voulais pas aller. Finalement, après environ 1 heure, Chloé a tapé dans ses mains. « Ok, asseyons-nous à table. Je veux montrer à Émilie tout ce que nous avons prévu. » Nous nous sommes tous déplacés vers la table de la salle à manger. Chloé a sorti un dossier et en a extrait plusieurs feuilles de papier, les étalant devant moi comme si elle présentait une proposition commerciale. « J'ai travaillé là-dessus toute la semaine, dit-elle fièrement. Regarde ça. » Elle m'a tendu une feuille de papier couverte d'une écriture soignée. En haut, il était écrit « Budget du mariage de rêve de Chloé et Romain ». En dessous, il y avait une longue liste d'articles avec des montants en euros à côté de chacun. J'ai commencé à lire « Location du domaine, 15 000 euros. Traiteur pour 150 invités, 25 000 euros. Photographie et vidéographie, 8 000 euros. Fleurs et décoration, 12 000 euros. Robe de mariée, 5 000 euros. » La liste continuait encore et encore. Mes yeux se sont posés sur le bas de la page où elle avait écrit le montant total en gros chiffres gras. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai laissé échapper un cri de surprise. 115 000 euros. J'ai regardé le papier, incrédule. Chloé, où est-ce que toi et Romain comptez trouver ce genre d'argent? Chloé a haussé les épaules et a souri innocemment. Eh bien, c'est de ça que je voulais te parler. On s'est dit que tu pourrais payer pour le mariage. J'ai ri. Un rire bref et incrédule. Chloé, j'ai dépensé 20 000 euros pour tout mon mariage et je trouvais déjà ça cher. Tu veux que je dépense plus de 100 000 euros pour le tien? Le visage de Chloé s'est décomposé et elle a semblé sincèrement offensée. Ce n'est pas juste. Ton mariage, c'était il y a des années. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Émilie, les temps ont changé. Il est désormais coutume d'avoir des mariages élaborés. Tout le monde attend plus de nos jours. Il a toujours été coutume d'avoir des mariages qu'on peut réellement se permettre, ai-je rétorqué. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Écoute, je t'aime et je veux aider. Je peux te donner 15 000 euros pour le mariage. C'est généreux. Toi et Romain devez trouver le reste vous-même ou supprimer certaines de ces dépenses ridicules. La bouche de Chloé s'est ouverte. Elle m'a regardé un instant, puis a haleté de manière dramatique. 15 000 euros? C'est tout? Ses yeux se sont remplis de larmes. Émilie, comment peux-tu être si égoïste? Tu as tout cet argent, et tu vas gâcher mon mariage à cause de ça. Je ne gâche rien du tout. Je suis réaliste. Elle m'a arraché les papiers des mains et s'est levée brusquement. Très bien. Si tu te fiches de mon bonheur, alors oublie. Sur ce, elle a éclaté en sanglots et a quitté la pièce en courant. J'ai pu entendre ses pas marteler les escaliers jusqu'à son ancienne chambre. Romain a semblé mal à l'aise un moment, puis il s'est levé et l'a suivi. Le silence est tombé dans la salle à manger. Maman et papa fixaient leurs assiettes, refusant de croiser mon regard. La tension était à couper au couteau. Je suis restée assise là quelques minutes de plus, attendant que quelqu'un dise quelque chose, mais ils agissaient comme si je n'étais même pas là. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Je vais me raccompagner, ai-je lancé par-dessus mon épaule. 2 mois se sont écoulés après ce désastre de réunion de famille, et le silence de ma famille était assourdissant. Pas d'invitation à dîner le dimanche, pas d'appels téléphoniques informels, rien. C'était comme si j'avais été complètement effacé de leur vie. J'ai essayé une fois, environ 3 semaines après l'explosion du budget du mariage. J'ai envoyé un simple texto à maman, on dîne ce dimanche.
Sa réponse est revenue 2 heures plus tard, non. Alors, j'ai arrêté d'essayer. S'ils voulaient se comporter comme des enfants à ce sujet, c'était leur choix. J'avais ma propre vie à vivre. Et honnêtement, la paix et le calme n'étaient pas si terribles. Fini les dîners de famille gênants où je devais écouter les fantasmes de mariage de Chloé. Fini les allusions sur la façon dont je devrais dépenser mon argent. Je me suis plongé dans le travail et la rénovation de ma maison. J'ai peint la chambre d'amis, planté un potager dans le jardin, et j'ai même commencé à sortir avec un gars nommé Mathieu que j'avais rencontré lors d'un meet-up de codeurs. Puis, sorti de nulle part, j'ai reçu une invitation qui a tout changé. Elle venait de ma cousine Sophie, la fille de la sœur de mon père. Elle fêtait ses 30 ans et organisait un grand barbecue chez elle. L'invitation était adressée uniquement à moi, ce qui signifiait que mes parents ne savaient probablement pas qu'elle m'avait invité. J'ai débattu de l'opportunité d'y aller. Une partie de moi voulait éviter toute situation où je pourrais tomber sur ma famille. Mais Sophie et moi nous étions toujours bien entendus, et voir ma famille élargie me manquait. De plus, j'étais curieuse de voir si mes parents et Chloé seraient réellement là. Samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'au pavillon de Sophie en banlieue. Son jardin était bondé de parents que je n'avais pas vus depuis des mois. Il y avait tout un barbecue en cours, des tables pleines de nourriture et des enfants qui couraient avec des ballons d'eau. La première personne que j'ai repérée était mon oncle Thomas, qui s'occupait du grill. Il m'a fait un signe de la main quand il m'a vu. J'ai traversé la foule en saluant oncle, tante et cousin. Tout le monde semblait sincèrement heureux de me voir, ce qui était un soulagement. Puis je les ai repérés. Mes parents étaient assis à une table de pique-nique près de la clôture du fond, tous deux tenant une bière et parlant à ma tante Sylvie. Ils m'ont vu en même temps que moi. Papa m'a fait un signe de tête sec, et maman a immédiatement détourné le regard. Chloé et Romain étaient près de la table des desserts. Chloé montrait sa bague de fiançailles à un groupe de cousines. Quand elle m'a remarqué, son sourire a vacillé, mais elle n'a pas détourné le regard. J'ai pris une bière dans la glacière et j'ai essayé de m'amuser malgré la tension. Sophie m'a trouvé après environ 1 heure. Je suis si contente que tu sois venue, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Ça fait trop longtemps. Merci de m'avoir invité. Super fête. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais ce traitement par le silence est ridicule. Tu es toujours la bienvenue à mes événements. J'ai serré sa main. J'apprécie ça plus que tu ne l'imagines. Au fil de l'après-midi, je me suis retrouvé dans une conversation avec plusieurs de mes cousines. Nous avions toutes à peu près le même âge, et le sujet s'est inévitablement tourné vers les relations et les projets d'avenir. J'espère que David me demandera bientôt en mariage, a dit ma cousine Michel. On en parle sérieusement. C'est excitant, a dit Sophie. Quel genre de mariage imagines-tu? Quelque chose de petit et simple. Peut-être une cérémonie sur la plage avec juste la famille proche et les amis. Une autre cousine, Julie, a ri. Je veux exactement le contraire. Grand mariage à l'église, immense réception, tout le tralala. Puis une de mes tantes, qui avait clairement bu quelques bières de trop, a décidé de se joindre à notre conversation. Vous savez ce que je pense, dit tante Carole à voix haute. De toutes vous les filles, Émilie est la seule qui soit vraiment seule. Le groupe s'est tu. J'allais répondre quand Chloé est soudainement apparue à côté de notre groupe. Elle avait clairement écouté. Vous voulez savoir ce que je pense, a dit Chloé, sa voix portant à travers le jardin. Plusieurs conversations se sont arrêtées alors que les gens se tournaient pour la regarder. Chloé, dis-je doucement. Ne fais pas ça ici. Mais elle pointait déjà son doigt directement sur moi, le visage rouge de colère et d'alcool. Je pense qu'Émilie est la grande perdante ici, a-t-elle annoncé à voix haute. Son mari ne l'a pas seulement quittée. Il l'a trompée plusieurs fois puis l'a quittée pour une autre femme qui a eu son bébé. Tout le jardin était devenu silencieux maintenant. Tout le monde nous regardait. Chloé, arrête, dis-je, mais ma voix semblait faible. Qu'est-ce que ça fait, Émilie, continua Chloé, sa voix devenant de plus en plus forte et venimeuse. Qu'est-ce que ça fait d'être la grande perdante ici? De savoir que ton propre mari a préféré une femme quelconque à toi? Qu'il élève l'enfant d'une autre femme pendant que tu es assise seule dans ta grande maison vide. Je pouvais entendre des gens murmurer, certains riant mal à l'aise. Même mes parents regardaient cette scène se dérouler, et j'ai vu maman glousser derrière sa main pendant que papa souriait. L'humiliation était écrasante,
mais quelque chose en moi a craqué. Tous les mois de pression familiale, le traitement par le silence, les demandes d'argent déplacées, tout s'est cristallisé en une clarté parfaite. J'ai souri calmement et j'ai regardé Chloé droit dans les yeux. « Tu veux savoir ce que ça fait ?» dis-je, ma voix portant clairement à travers le jardin maintenant silencieux. « Ça fait plutôt du bien, en fait, surtout que la grande perdante dont tu parlais sur le point de t'expulser de son appartement. » L'expression triomphante de Chloé a lentement fondu de son visage alors que les implications de mes paroles s'imposaient à elle. « Quoi ?» a-t-elle chuchoté. « Tu m'as bien entendu, dis-je, toujours en souriant. Félicitations pour tes fiançailles, au fait. J'espère que vous deux avez trouvé un autre endroit où vivre. » Je me suis approché de Sophie, je l'ai serrée rapidement dans mes bras et je l'ai remerciée pour la fête. Puis je me suis dirigé vers ma voiture, ignorant le silence stupéfait derrière moi. En partant, j'ai vérifié mon téléphone au premier feu rouge. 3 appels manqués de Chloé, 2 de maman, 1 de papa. Une série de messages textes paniqués de Chloé me demandant ce que je voulais dire, me suppliant de la rappeler. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Quand je suis rentré du barbecue, je me suis assise dans ma cuisine et je me suis préparé une tisane. Après 1 heure de réflexion, j'ai finalement regardé mon téléphone. 17 appels manqués de Chloé, 8 de maman, 4 de papa. Les messages textes devenaient de plus en plus désespérés. Les messages de Chloé commençaient par « Émilie, que voulais-tu dire à la fête ?» et escaladaient jusqu'à « S'il te plaît, rappelle-moi. » Je panique et finalement, « Tu ne peux pas être sérieuse au sujet de nous expulser. » J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Demain, je gérerai les retombées. Dimanche matin, je buvais mon café sur ma terrasse quand j'ai entendu des voitures se garer dans mon allée. Par la fenêtre de devant, j'ai vu toute ma famille sortir de 2 véhicules. Maman, papa, Chloé et Romain. Ils avaient l'air de venir organiser une intervention. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'ils ne puissent frapper. Ils sont entrés dans mon salon, tous l'air tendus et inquiets. Les yeux de Chloé étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Émilie, commença maman. Tu ne peux pas sérieusement envisager d'expulser Chloé et Romain. Ils n'ont nulle part où aller. » Ce n'est pas mon problème, dis-je en m'installant dans mon fauteuil préféré. Ils auraient dû y penser avant que Chloé ne décide de m'humilier devant toute la famille. Chloé a finalement pris la parole, sa voix tremblante. « Émilie, je suis désolée. Vraiment. J'étais ivre et en colère, et j'ai dit des choses terribles. Mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à Romain. Il n'a rien fait de mal. Tu as raison. Il n'a rien fait. Mais il sort avec toi, alors il doit faire face aux conséquences de tes actes. » Romain s'est agité, mal à l'aise. « Émilie, nous n'avons vraiment nulle part où aller. Mon bail s'est terminé quand nous avons emménagé chez toi, et nous avons économisé de l'argent pour le mariage au lieu de chercher un nouvel appartement. Eh bien, vous feriez mieux de commencer à chercher rapidement. Vous avez 2 semaines. » 2 semaines, la voix de Chloé s'est brisée. Ce n'est pas assez de temps pour trouver un endroit et économiser pour les cautions. J'ai haussé les épaules. Vous auriez dû y penser hier. Maman s'est penchée en avant. Émilie, tu es vindicative. Ce n'est pas toi. En fait, c'est exactement moi. J'en ai fini d'être le paillasson de tout le monde. Chloé vit dans mon appartement gratuitement et ensuite elle m'humilie publiquement. Et vous êtes tous restés là à regarder sans rien faire. Certains d'entre vous ont même ri. Papa avait l'air penaud. Nous ne rions pas de toi, Émilie. Nous étions juste surpris par toute la situation. N'importe quoi. Vous preniez plaisir à la voir me démolir. Chloé a éclaté en nouvelles larmes. Je m'excuserai publiquement. J'appellerai tous ceux qui étaient là et je leur dirai que j'avais tort. Je posterai sur Facebook. Tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, ne nous expulse pas trop tard pour ça. Tu as fait ton choix hier. Nous avons discuté pendant 1 autre heure, mais je n'ai pas cédé. Finalement, ils sont partis, Chloé pleurant toujours et tout le monde ayant l'air défait. A eu cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu plusieurs autres visites et des dizaines d'appels. Chloé a tout essayé, excuses, promesses, marchandage, culpabilisation. Mes parents ont tenté de jouer les médiateurs. Même Romain est venu seul une fois pour plaider leur cause. Mais j'avais pris ma décision et je m'y suis tenu. Exactement 2 semaines après le barbecue,
je me suis garé de l'autre côté de la rue de mon ancien appartement et j'ai regardé Chloé et Romain charger leurs affaires dans un camion de déménagement. Mes parents étaient là pour les aider et tous les trois n'arrêtaient pas de me lancer des regards furieux. En une semaine, j'avais de nouveaux locataires, un jeune couple marié qui payait le loyer complet à temps et prenait grand soin de l'endroit. Le revenu locatif couvrait la majeure partie de ma mensualité de prêt, exactement comme je l'avais prévu au départ. 6 mois se sont écoulés paisiblement. Je me suis plongé dans le travail, j'ai passé du temps avec Mathieu, qui s'est avéré être un gars vraiment super, et j'ai profité de ma vie sans drame. Je m'étais fait de nouveaux amis grâce à un groupe de randonnée et j'étais sincèrement heureuse. Puis un jour, un email de Chloé est apparu dans ma boîte de réception. L'objet était « Je suis désolé ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Émilie, comment sait-il ? Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je devais écrire ceci. Je me marie dans 2 semaines, et je ne peux pas le faire sans essayer une dernière fois de m'excuser. Ce que j'ai dit à la fête de Sophie était impardonnable. J'étais jalouse de ta réussite et de ton indépendance. Et je voulais te faire du mal parce que tu ne voulais pas payer pour mon mariage de rêve. En fait, j'ai été jalouse de toi toute ma vie. Tu as toujours été l'intelligente, celle qui réussit, celle dont tout le monde était fier. Je suppose que j'ai pensé que si je pouvais te faire passer pour une mauvaise personne, ça me ferait me sentir mieux dans ma peau. Ça n'a pas marché. Ça m'a juste fait perdre ma sœur. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolé pour tout. Le mariage est petit maintenant. Nous le faisons dans le jardin de maman et papa avec environ 30 personnes. Ce n'est pas ce que je voulais au départ, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre, et honnêtement, ça nous ressemble plus. J'adorerais que tu viennes, mais je comprends si tu ne le souhaites pas. Je t'embrasse, Chloé. J'ai lu l'email 3 fois. C'était la première véritable excuse que je recevais de quiconque dans ma famille. Pas une excuse conçue pour m'amener à faire ce qu'ils voulaient, mais une véritable reconnaissance de leur tort. J'y ai réfléchi pendant une journée entière avant de répondre. Chloé, ai-je répondu. Merci pour tes excuses. Ça signifie beaucoup. Je ne suis pas encore prête à reconstruire notre relation, mais j'apprécie ton honnêteté au sujet de la jalousie. J'espère que ton mariage sera tout ce que tu souhaites. Je ne serai pas présente, mais j'envoie un cadeau. Émilie. J'ai viré 5 000 € sur son compte avec une note disant « Cadeau de mariage ». Elle m'a immédiatement envoyé un texto. Merci beaucoup. Ça représente tout pour moi. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé des photos du mariage. C'était charmant, simple et élégant, avec des guirlandes lumineuses dans le jardin de mes parents et tout le monde souriant sincèrement. Chloé était radieuse dans une robe simple qui coûtait probablement une fraction de ce qu'elle avait initialement voulu. Aujourd'hui, je vais bien. Mathieu et moi parlons d'emménager ensemble. Mon entreprise est florissante. Mon prêt immobilier est gérable grâce aux revenus locatifs, et j'ai un bon groupe d'amis qui me soutiennent réellement au lieu de me demander constamment des faveurs. J'ai envoyé une carte d'anniversaire à maman le mois dernier avec un simple joyeux anniversaire à l'intérieur. Elle m'a renvoyé une photo d'une fleur. Un petit pas, mais un pas néanmoins. Peut-être qu'un jour, ma famille et moi nous réconcilierons complètement. Mais pour l'instant, je suis satisfaite de ma vie telle qu'elle est. J'ai appris que parfois, les gens qui vous aiment le plus sont aussi ceux qui sont les plus disposés à profiter de vous. Fixer des limites n'est pas cruel, c'est nécessaire.